Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Notre voyage commence dans la Nièvre, à 200 km au sud de Paris, au cœur des vignobles des bords de Loire. C'est l'une des régions traversées par la plus célèbre de nos routes, la Nationale 7. Prendre la Nationale 7 en voiture des années 60, c'est vraiment se replonger dans l'âge d'or de la route, à l'époque où justement c'était vraiment l'axe majeur pour traverser le pays. À chaque voyage, on découvre quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on avait oublié. Ça, je le remarque tout le temps. Il n'y a jamais de lassitude à prendre la Nationale 7. Thierry et Sophie Dubois en sont des amoureux inconditionnels. Ils s'offrent régulièrement des escapades en 404 cabriolet. Ces années, je ne sais pas si elles l'étaient vraiment pour nos parents, mais pour nous, elles nous paraissent des belles années, des années très constructives, très gaies. On imagine qu'à cette époque, tout était permis, on rêvait. C'était la reconstruction, il y avait beaucoup de choses nouvelles, il y avait justement des belles voitures, même les vêtements étaient plaisants, étaient très colorés, très gais. Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. Après les privations de la guerre, la France découvre les joies des départs en vacances. En 1956, les congés payés passent à 3 semaines et la voiture se démocratise. Chaque été, de plus en plus de familles prennent le chemin du Midi dans des berlines populaires. L'autoroute n'existe pas encore. La Nationale 7 connaît alors ses heures de gloire. On la surnomme la route du soleil. Une route qui rime avec les bains de mer, la plage et le farniente. Partie de Paris, la Nationale 7 traverse d'abord Fontainebleau. Elle passe devant son célèbre château, puis elle file à travers la forêt. Avant d'arriver sur les bords de la Loire, à l'entrée de la Bourgogne. C'est là qu'elle croise le spectaculaire pont de Briare, construit à la fin du 19e siècle, pour permettre au canal d'enjamber le fleuve.
Elle pique alors droit vers le sud, direction Moulins et Roanne, dans le Massif central. Puis la nationale 7 descend le long de la vallée du Rhône. Au kilomètre 670, c'est la ville d'Orange et son théâtre antique. Un peu plus loin, Avignon et son célèbre palais des papes. Enfin, c'est la Grande Bleue, la mer Méditerranée, les rivages de la Côte d'Azur, le but de la route des vacances. Prendre la Nationale 7, c'est prendre son temps. D'ailleurs, on a du mal à imaginer la Nationale 7 sans soleil. Puis il y a un sentiment de liberté, on est seul sur la route, il n'y a pas de contraintes. On s'arrête quand on veut, où on veut. Quand on voit effectivement tous les gens qui se précipitent sur l'autoroute, le contraste est saisissant. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut découvrir, dès qu'on prend un peu son temps. Puis là, on le fait à une saison qui est particulièrement jolie. Hein. Regarde tous les champs là, avec les ballots de paille. On se sent tout de suite en vacances quand on la prend. Le trajet n'est pas qu'un trajet, ce sont déjà des vacances. Mais suivre le tracé historique de la Nationale 7 n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, doublée par l'autoroute, grignotée par les déviations, la Nationale 7 a parfois disparu, ou presque. Par endroits, elle a même été déclassée, abandonnant son mythique numéro 7. En véritables passionnés, Thierry et Sophie connaissent tous les détours qu'il faut emprunter pour suivre l'ancienne route. C'est vrai que c'est parfois un jeu de piste parce qu'il y a des portions qui ont disparu. Et donc on est obligé de faire un petit gymkhana pour la retrouver, ou du moins pour suivre ses traces. Je trouve ça tellement dommage de passer à côté, de filer vers le sud et puis de ne pas suivre la route et puis de découvrir justement tous ces paysages. On pourrait dire le premier conseil à donner, c'est de ne rien prévoir, quoi. C'est de se laisser guider, de se laisser aller et d'en profiter au maximum. Ici, la Nationale 7 borde le Berry, offrant une vue superbe sur le village de Sancerre et ses célèbres vignobles. Regarde les premiers platanes. Premier alignement de platanes depuis Paris. La vraie Nationale 7. C'est toujours aussi agréable de rouler dessous quand il fait un beau soleil, avoir juste la petite fraîcheur qu'il faut en cabriolet, c'est parfait. Hein. C'est-à-dire que les platanes, ils ont vraiment été posés pour ça, quoi, pour procurer de la fraîcheur aux équipages. À l'entrée de Mèves-sur-Loire, cette spectaculaire allée de platanes est un des paysages mythiques de la Nationale 7. C'est aussi un vestige de son glorieux passé, car la Nationale 7 est l'une des plus anciennes routes de France. Créée par les Romains pour rejoindre Lutèce, elle devient ensuite une route royale. Au XVIe siècle, le roi Henri II ordonne de planter des arbres tout au long des routes du royaume. Napoléon Bonaparte poursuit cette œuvre pour offrir de l'ombre à ses troupes en campagne. Ici, on met ses pas sur ceux des rois de France. Ils sont tous passés par ici. On arrive à La Charité-sur-Loire. Alors, c'était une étape sur la route de Compostelle. Et
le vieux pont qui arrive de la route de Bourges. C'est un carrefour important. Il y avait tout un ensemble monastique dont l'église Sainte-Croix est la partie la plus visible. La Nationale 7 traverse à peu près 150 villages, tous différents et tous chargés d'histoire. J'ai coutume de dire qu'il y a 2000 ans d'histoire et 30 ans de légende. Nous arrivons à Lyon pour rencontrer d'autres passionnés des 30 Glorieuses. La ville a toujours été un carrefour commercial important sur la Nationale 7. Depuis quelques années, c'est aussi le rendez-vous incontournable des amoureux du vintage. Le chariot. Lydia Pénélon et son amie Caterina adorent la mode des années 50. Non, Oui, t'as pas... c'est bien, on est sur le côté, c'est pas mal. Bon, ça va. Ok. Allez. Lydia en a même fait son métier. Aujourd'hui, elle vient présenter ses créations au marché vintage de Lyon. L'événement a lieu 2 fois par an. Créé en 2001, il regroupe maintenant plus de 400 exposants qui viennent vendre mode, accessoires et meubles des années 50, 60 jusqu'aux années 80. Là, c'est con, c'est là. C'est bon? Voilà. C'est bon. Donc les tables d'abord. Lydia Pénélon vient vendre ici ses modèles depuis 3 ans. Ça, c'est John. Maintenant, on va les habiller. Alors, donc ça là. La première fois, j'étais la seule, sans prétention, hein, j'étais vraiment la seule à faire du 50. Il y avait même des gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais en fait. Et là maintenant, j'en vois un peu dans tous les coins. Des gens que je connais en plus, hein, il y en a certains. Donc, mais bon, après, tout le monde s'inspire de tout le monde, il n'y a pas de problème, hein, pas de souci. Hein. Les années 50, pour Lydia, c'est une très longue histoire. J'ai toujours été sensible au rétro. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à me faire des vêtements pour moi-même. Hein, et je suis venue vraiment à la couture par ma passion. C'est bon? Ouais. Allez. 8h03. Allez hop. Ouais. Le marché de Lyon est l'un des événements vintage les plus courus de France. Il attire chaque année des milliers de visiteurs. Un objet vintage, c'est un objet qui a au moins 20 ans et qui est surtout représentatif du style d'une époque ou d'un moment dans l'histoire de la France de l'après-guerre. C'est toute la nostalgie des 30 Glorieuses qui s'expose ici. Les tissus, ce sont des tissus actuels. D'accord, Le mais- Vichy, on en trouve tout le temps, Exactement. donc du coup voilà. Et puis les patrons, c'est un vrai modèle d'époque. Ah d'accord, c'est Là, amusant. c'est du début 50 en fait, avec la petite brassière. Pénélope Blancard est une experte en mode vintage. C'est une habituée du marché de Lyon. Elle y cherche des pièces originales. Je pense qu'il est très emblématique des années 50 par sa légèreté, son ampleur, sa fraîcheur. Il incarne tout à fait la société de loisirs de l'époque. N'oublions pas qu'on sort de la guerre et que finalement les femmes ont retrouvé leur féminité. Et puis le Vichy, ça nous fait tout à fait penser à Brigitte Bardot et à ses petits pantalons à Saint-Tropez, etc. Les pois. Ah ouais. Alors, Ah, les Alors pois. ça, alors ça pareil, c'est un bain de soleil avec short. Il y a plein de vêtements que je porterai ici, hein. Plein. Celle-ci. Je trouve ça très facile avec une paire de ballerines pour aller travailler. On est à l'aise. Et voilà, c'est féminin, C'est frais. c'est élégant, Ouais, c'est c'est ça, frais. Ça me conviendrait tout à fait. Alors j'ai des aficionados qui s'habillent comme ça tout le temps, tous les jours depuis très longtemps. Et j'ai toute une population maintenant de jeunes filles même hein, qui commencent à vraiment à aimer ce côté rétro, ce côté retour à la féminité et au côté pimpant et classieux. Au tout début des années 50, la mode se démocratise. Pierre Cardin organise le premier défilé de prêt-à-porter en 1949, bientôt suivi par tous les couturiers.
L'apparition de nouveaux tissus permet de produire des vêtements à grande échelle. Le style glamour des pin-up envahit les rues. Dans les années 60, un vent de liberté souffle sur les garde-robes. C'est la libération de la femme. La jeunesse issue du baby-boom a pris le pouvoir et les filles ne veulent plus s'habiller comme leur mère. Les silhouettes sont moins marquées, les formes plus géométriques. Françoise Hardy, elle, s'est décidée allègrement pour la jupe courte. À l'image de l'idole yéyé de l'époque, les jeunes filles adoptent la mini-jupe. La mode des années 60 traduit une envie de progrès et de révolution. Elle est extrêmement inventive. Elle a durablement marqué les esprits, au point d'être encore une référence aujourd'hui. Ça, j'adore. Très, très drôle. Un polo bloomer. Fallait-il y penser? Donc, je pense que ce qu'elle portait sur la plage, peut-être pour aller déjeuner, en éponge, très emblématique des années 60, cette matière. Je pense que la plupart des gens qui viennent au marché du vintage viennent avant tout chercher des pièces uniques, peut-être pour contrecarrer le phénomène d'uniformisation des grandes marques mondiales. En France, on a un gros patrimoine vestimentaire. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Aude. Aubéry Etienne et sa famille sont des fidèles du marché vintage. Ces collectionneurs de voitures anciennes participent chaque année à un rallye et recherchent des tenues pour cet événement. C'est pour aller avec les véhicules anciens, pour rouler, et ce sont des vêtements dans lesquels je dois me sentir bien et qui vont nous permettre de vivre la voiture, l'automobile ancienne différemment. Il y a deux façons de le voir, soit on vient avec une casquette moderne, un t-shirt, c'est pas mon objectif, mais c'est plutôt pour moi trouver des vêtements qui nous permettront de rouler avec ces voitures, et quand on fait des photos ou quand on regarde les autres personnes qui sont avec nous, être habillé comme on l'était à l'époque avec les véhicules de cette époque. Sympa ces boîtes. Oui, c'est très joli. C'est les années 50, elles sont d'origine. Voilà. D'origine, vous les avez trouvées où? Alors je vous explique, en fait moi je suis antiquaire et j'ai vidé une maison et les gens m'ont expliqué qu'ils avaient aussi un stock de vêtements. C'était encore emballé, j'ai enlevé les plastiques. Ça n'avait pas bougé depuis 1969, c'était dans deux pièces à l'étage d'une maison. Alors j'ai du vêtement homme, femme, enfant, particulièrement des chemises hommes. Voilà, donc vous avez toutes les chemises qui sont là. D'accord. Vous voyez, c'est très années 50, 60. Les tailles sont marquées dessus, Oui. Les matières aussi qui sont un peu particulières. Oui. Ouais. Là, vous avez de la popeline d'Égypte, c'est des choses qu'on ne trouve plus maintenant, sauf dans le luxe. Maintenant, ça se refait, mais à l'époque, c'était un peu plus courant. C'est quand même des choses de belle qualité. C'est vraiment des tissus qui sont épais, qui sont résistants. Et en plus, ce qui est surtout, c'est la couture qui est différente. Il n'y a pas de fil qui pendouille, il n'y a pas de choses qui s'arrachent. On peut tirer des épingles anciennes qui sont là depuis 1969. Ça n'arrache pas le tissu. Tous les vêtements sont neufs et de belle qualité. Oui. Et c'est un des rares stands où on trouve du stock d'époque. Super. Impeccable. Tu l'as enlevé ou pas? Je sais pas, je peux vous m'arracher la main. Mais non. Ah bon. Je vais vous emballer la chemise quand même. Ah bah volontiers, je veux bien garder la boîte avec. Mais c'est avec. La boîte est Les avec. popines d'Égypte. Les popines d'Égypte. C'est garanti combien de temps? Ah bah écoutez, c'est garanti depuis 69, alors après, Ah bah ça va. Coucou. Salut Sophie. Ça va? Pascal retrouve Sophie Dubois, la femme de Thierry. Ensemble, elles cherchent leur robe pour le rallye. Bon, bah, je vois Regarde. tu prépares les tenues pour l'été. Oui, mais si tu veux, j'ai flashé là-dessus. Ah oui, Alors, celui-là, c'est pas ouais. années 50, mais c'est excellent. C'est super ça. Juste pantalon et tout. C'était chouette. Hein. Regarde, c'est ma taille. Ça, c'est super ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette robe? Bah, la couleur, Et déjà, la c'est forme. pas une robe. Ça évolue beaucoup là. C'est pantalon. On a le mouvement et puis la gaieté, la couleur. C'est vrai que les années 60, c'est plus strict, mais bon. Ça te plaît pas ça? C'est vrai. Années 60, les années, Il faut rester dans le cadre, c'est super sérieux. Sinon, on est exclu du groupe. Je trouve que ça reste quand même assez en harmonie et j'allais dire on essaie d'être avant 1965. Voilà, donc là après on commence à se décaler un petit peu, à mes yeux, mais après...
Au marché vintage, on peut aussi se faire coiffer comme autrefois. Les filles de Pascal ont envie d'essayer. Bien sûr. C'est à vous. Vous avez fini? J'ai terminé. Allons-y. Bah oui, je connais pas trop les coiffures, donc... Tu connais pas trop, tu veux te laisser guider. Je vais vous laisser regarder un petit peu. J'ai quelques photos qui sont... Ça, c'est plus 50. C'est plus 50. D'accord. On peut faire la queue très haute, tout rouler de l'intérieur. Tu peux faire ça? Oui, je veux bien. Allez. C'est pas si simple, hein, c'est un vrai métier. Hein. Avec le poignet, bon, vous la faites redescendre, vous la faites tourner comme ça. Voilà. Formidable. Vous voyez, vraiment bien. Vous allez pouvoir vous y mettre. C'est plus la mienne, hein. Ou alors j'ai 120 ans, je sais pas. Non, mais ça la change, c'est sympa. Waouh! Voilà, elle fait presque 20 ans, quoi. Pendant ce temps-là, Thierry Dubois a un rendez-vous important à Lyon. La visite d'un des temples élevés à la gloire de l'automobile. Ce garage construit par André Citroën avant-guerre. Et voilà, Thierry retrouve Paul Smith, un historien du patrimoine industriel qui a contribué au classement du bâtiment à l'inventaire des monuments historiques. Voilà, Thierry, la plus grande station-service du monde. Toute la vitrine immense, là, sur C'est toute la immense, façade. 300 mètres carrés de verre pour bien voir les automobiles, surtout la nuit, je pense. Entre les deux guerres, ce garage station-service est révolutionnaire. Le bâtiment est conçu pour impressionner. 40 000 mètres carrés d'acier et de béton en plein cœur de la ville. Derrière cette immense verrière, André Citroën imagine un dispositif très original pour mettre en valeur ses voitures. Il les installe derrière des rambardes signées Jean Prouvé. L'impression que ça donne, ce sont des voitures qui sont au parterre ou dans les loges ou les balcons d'un théâtre, qui regardent la scène. Et c'est quoi la scène? C'est la rue, c'est le public, c'est les passants. Surtout qu'on imagine dans les années 30 l'impact que ça devait avoir au milieu de Lyon, une cathédrale comme ça dédiée à l'automobile. Absolument, une cathédrale ou peut-être même une forteresse. Pour permettre la circulation des voitures entre les étages, l'architecte invente un système de rampes impressionnantes. Tout en bas, ça part du rez-de-chaussée et ça monte tout en haut du bâtiment jusqu'à son 6e niveau. C'est donc 2 rampes qui sont superposées, qui courent tout le long de la façade sur la rue Bechevelin et qui permettent une circulation à sens unique dans l'ensemble du bâtiment. Cette rampe permet d'accéder au 2e étage. À l'époque, c'était l'étage consacré aux ateliers de carrosserie, d'entretien de carrosserie. Ce qui est impressionnant, c'est quand même l'immensité du plateau. Absolument. Je crois qu'il y avait de la place pour 150 voitures en réparation. Au dernier étage, André Citroën choisit de faire une immense charpente en bois pour le toit de son garage. L'idée, c'est que dans les revues d'architecture de l'époque, ce qu'on raconte, c'est que Citroën envisageait peut-être de faire une surélévation du bâtiment, voire d'installer sur ce niveau-là une piste autodrome, comme la célèbre piste sur l'usine Fiat de Lingotto, ou peut-être des équipements sportifs, des cours de tennis. On a parlé des cours de tennis. Donc l'idée, c'est que cette charpente est relativement facile à démonter. 3 mois plus tard, Thierry et son groupe d'amis se retrouvent à Saulieu,
une ville de Côte d'Or à 200 km au nord de Lyon. C'est le jour du départ du rallye en voitures anciennes. Ils sont une cinquantaine qui se préparent à passer une semaine sur la route, comme en 1965. Alors ici, on a par exemple une Peugeot 404 qui était quand même la berline routière par excellence, et son alter ego chez Citroën, la DS. Ici, une Renault Colorale qu'on peut considérer comme l'ancêtre des monospaces, puisque le but c'était de faire une voiture à 6 places qui puisse emmener beaucoup de monde. Derrière un cabriolet, une traction qu'on aperçoit qui était quand même encore présente dans les années 60. Alors il est évident qu'on ne peut pas concevoir la route des années 60 sans avoir des 2 chevaux, ça, parce qu'elles étaient omniprésentes. Une M6 Citroën qui a un design vraiment particulier, qui est assez amusant. Et il y avait l'équivalent chez Ford, puisqu'il y a les petites Anglia, une voiture qui a été popularisée par les films d'Harry Potter, à côté d'une 4 chevaux Renault, qui est aussi un grand standard sur la route. Après la guerre, l'industrie automobile devient le fer de lance de l'économie des 30 Glorieuses. La production à la chaîne permet de baisser les prix. Les constructeurs rivalisent pour sortir des modèles populaires que les tout nouveaux crédits à la consommation permettent d'acheter. En 1947, c'est Renault qui l'emporte avec sa 4 chevaux. Au salon de l'automobile, elle fait un tabac. C'est alors la voiture la plus vendue en France. 2 ans plus tard, Citroën riposte avec la 2 chevaux. Son succès est phénoménal. En 1956, c'est une autre star qui fait sensation. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. La DS devient la vitrine de l'industrie automobile française. Aubéry et Pascal Etienne sont sur le départ. J'ai la Sainte Vierge, j'ai Saint-Christophe, on ne peut pas tomber en panne. Moi j'ai Notre-Dame de la Route et j'ai fait bénir le moteur, on est bon là. On oublie le monde moderne. On se sent encore plus en adéquation avec les véhicules, avec la façon dont on a envie de vivre les vacances. On pourrait être habillé différemment, mais ça apporte un supplément. On se prend facilement au jeu. Entre les sacs, les accessoires, les petits foulards dans les cheveux. Voilà, c'est sympa. Le matin, il y a la corvée du chargement. Ouais. La remorque est d'époque, et effectivement, elle va très bien avec la voiture, et surtout, elle permet d'emporter toutes les valises de ces dames, parce qu'on n'y arriverait pas sinon. Donc, ces dames, et c'est monsieur. Certes, c'est un accessoire, mais c'est aussi par obligation. La famille Etienne va voyager en Peugeot 403, un grand classique de la route des années 60. En route. Thierry, lui, a choisi une DS. En tout, ce sont 20 voitures qui prennent la route, pour un long voyage de près de 700 km jusqu'à Menton. Cette année, le rallye commence sur une autre route célèbre des vacances, la Nationale 6. C'est la petite sœur de la Nationale 7. Commune au départ de Paris, les 2 routes se séparent à Fontainebleau. La chanson de Charles Trenet a popularisé la 7. Du coup, on a plus gardé le souvenir de la Nationale 7, alors que 3 fois plus de gens prenaient la Nationale 6, qui passe donc par Auxerre, Chalon-sur-Saône, pour aller à Lyon. Après, tout le monde prenait la 7 dans la vallée du Rhône. Moi, j'aime bien cette partie de la Nationale 6, parce qu'on traverse des paysages superbes. La Bourgogne, c'est magnifique, des jolis villages. Ici, c'était en plus la partie la plus sauvage du parcours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé Saulieu, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait beaucoup moins de garages. Et l'hiver et la nuit, on était vraiment tout seul. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une DS qui était quand même à l'époque la reine de la route et qui permet de doubler facilement.
Depuis la construction de l'autoroute, il y a 40 ans, la Nationale 6 est désertée par les automobilistes. Thierry conduit ses amis jusqu'à l'un des derniers témoignages de cette époque. Le garage de Bel-Air, qui vient d'être restauré. On repeint tout. Oui, c'est bien, hein ouais. Le bâtiment est chouette. Bel-Air, pour tous ces nostalgiques des années 60, c'est un endroit mythique. À mi-chemin entre Paris et Lyon, il était ouvert 24 heures sur 24. Les vacanciers s'arrêtaient ici pour faire le plein et manger un morceau. Aujourd'hui, le garage est toujours en activité. Ce sont les communes de la région qui ont subventionné sa restauration. C'est vraiment sympathique parce que ça prouve que les communautés locales prennent conscience de l'aspect patrimonial de la Nationale 6 et de ses reliques, où plutôt que d'avoir un vieux garage qui tombe en ruine, on lui donne un coup de propre. Et puis c'est vrai que vous voyez, tout le monde est quand même surpris de voir le garage tel qu'il était dans les années 60. Voilà, là, on va descendre, on va passer sur l'ancienne côte de la Rochepot, devant le château. Vous remontez, vous prenez c'est la D33 à l'ancienne Nationale 6 et à Saint-Aubin, à droite vers Nolay. Question, c'est bon? C'est bon. Ben, on va pouvoir y aller. Allez. Heureusement que je vais extérieur. Quelques kilomètres plus loin, le convoi attaque la côte de la Rochepot. À l'époque, c'était un passage important pour les automobilistes qui choisissaient la Nationale 6 pour descendre à Lyon. Aujourd'hui, c'est assez amusant d'y passer parce que c'est quand même ici que passait tout le trafic Paris-Lyon jusqu'en 1955. Et c'était devenu le point noir de la Nationale 6 à franchir parce que autant les voitures aujourd'hui sont assez puissantes, autant à l'époque, c'était très difficile. Alors, la difficulté de cette côte a fait qu'on a fait une grande déviation de 7 km pour l'éviter et malheureusement, on n'a plus cette perspective magnifique avec le château en arrière-plan. L'endroit doit son nom au château de la Rochepot. Construit au XIIIe siècle, il a été entièrement restauré au XIXe. Ses toits en tuiles vernissées rappellent ceux des hospices de Beaune tout proches. C'est ici que le convoi quitte la Nationale 6 pour prendre les petites départementales. Alors, tout droit vers le Creusot. Ah bah c'est bon. D1. À bord de leur 403, Pascal et Aubéry suivent attentivement la feuille de route, car prendre ces itinéraires, c'est partir un peu à l'aventure. On souhaite aussi complètement se passer d'un GPS. Alors effectivement, de temps en temps, on se perd un peu, ce qui permet de découvrir aussi parfois des endroits assez inattendus. Là, on est tout à fait sur une route typique, petite, étroite, avec des arbres, des croisements. Oui, c'est ça la France. Tiens, il y a une borne là. Ouais, super. Bon. Tiens, on va s'arrêter pour regarder la borne. Borne Michelin, le Creusot. Ça permet de faire une photo, ça. C'est rare, ça. Ouais. Ces bornes en lave émaillée ont été inventées par Michelin en 1918. Véritable pionnière de la signalisation routière, l'entreprise les a fabriquées jusqu'au début des années 70. Ça, c'est rarissime. C'est rarissime d'en voir encore une sur le bord de la route. Certaines ont été préservées, on en trouve dans des musées ou chez des collectionneurs. Mais sur le bord de la route, ouais, c'est la découverte. C'est comme un champignon à l'automne. Voilà, on est content de le trouver. C'est génial. Quelle métaphore! C'est sympa quand on traverse plusieurs régions aussi. On
voit l'architecture des maisons, on voit l'évolution, enfin voilà, au niveau architecture, matériaux. C'est aussi à nous d'aller trouver les choses qui nous font plaisir en allant trouver une place de village, une église. Le rallye rejoint la Nationale 7 dans l'Allier pour continuer vers le sud. Sur la route, d'autres passionnés ont un rendez-vous vintage important. Cela se passe dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage. C'est la réunion annuelle des adeptes du rétro-camping. Thierry et Aubéry leur rendent visite. C'est un camping à l'ancienne. Les gens qui viennent refaire du camping comme dans les années 60 un peu, et c'est vraiment amusant. Il y a vraiment une demande et puis un retour aux sources. Sympa, hein. Et puis alors, le but, c'est que tous les gens viennent avec des équipages d'époque, avec le matériel d'époque. Tout ce qui est moderne est banni, quoi. Quand on voit toutes ces caravanes, toutes ces voitures, les parasols, les sièges, ouais, je pense que ça va être vraiment très très bien. Il n'y a pas que la caravane, quoi. Il y a tout, il y a l'ambiance, il y a les habits, c'est génial, c'est vraiment un saut dans le temps, quoi. Et alors ça, c'est vraiment très national, ça. Une centaine de passionnés a installé tentes et caravanes pour le week-end dans le camping municipal. Ils font tous ou presque partie d'associations qui cherchent à sauvegarder et à faire revivre le matériel de camping ancien. Ça va? Bon appétit. Oh non, elle a des soucis, la 4 chevaux? Ah non. C'est bon. Une ACC de Clermont-Ferrand. C'est vraiment au cœur que vous avez dit ça. Hein. Ah oui, oui. Ça fait partie des petites Rolls dans les caravanes françaises. Ça. Une ACC en inox, là, c'est fabriqué à Clermont-Ferrand. Et il fabriquait aussi des wagons de chemin de fer. Pour dire que c'était du costaud. Le grand plaisir de ces collectionneurs, c'est d'exposer leurs dernières trouvailles. Salut Aubéry. Ça va? Ouais. Alors elle est de quelle année celle-là? Elle est de 72. C'est une Vava. Une Vava, une caravane belge fabriquée à Bruxelles. Très peu d'exemplaires en France. C'est la 400, c'est la 4 mètres de long. Tu nous fais visiter? Bien, je vais vous faire visiter avec la petite cuisine d'été, tu vois. Bien dans le look. Rentrez. Même les casseroles sont assorties. Ah ben, il faut, hein. Regardez ça. Allez-y. Ouais, un petit bijou. Il y a des beaux fanions en plus. Ah oui. Ouais. Alors les petits fanions, c'est traditionnel dans le camping. Comme les campeurs, c'est comme une grande famille, toutes les destinations et tout sont matérialisées par ces petits fanions. Et évidemment, plus il y a de fanions, plus le campeur est un vrai voyageur, quoi. Et puis les autocollants aussi, hein. Souvent les autocollants sur la lunette arrière, partout où on va, on achète l'autocollant. Et donc voilà. plus il y en a, plus on est des baroudeurs. Le napperon à mamie qui va super bien, qui a failli passer à la poubelle, mais sacrilège. Il est mieux ici. Hein. Ah bah oui. Un de mes joyaux, c'est la guitare, parce qu'une caravane sans guitare, ça va pas. Hein. Donc une jolie guitare en formica, tu vois, vraiment purement années 60, qui fonctionne. Hein. Une horloge. Voilà. Plus c'est kitsch, mieux c'est, oui. Oui, oui. Il y a quand même beaucoup de second degré hein, dans le rétro-camping. Justement, il faut surtout pas se prendre au sérieux. Voilà, c'est un grand jeu. Bien sûr. Le rêve de gosse, la bouée Fina, avec le petit ballon où il fallait un petit peu moins de points, mais pas très courant ce petit ballon Fina. Le rêve de tous les mômes, c'est les objets Fina qu'on avait à la station-service. Et donc le summum, c'était le bateau avec son moteur. Et là, il fallait quand même avoir beaucoup de tickets d'essence, donc beaucoup consommer pour en avoir un. Voilà.
Monsieur, vous venez d'arriver. Vous venez d'où? De Belgique. Dites-moi, vous aimez le camping? Oui, beaucoup. Et pourquoi? Parce que nous avons du calme, nous avons la tranquillité avec la famille, c'est plus agréable. Pour moi, monsieur qui suis fille du Nord, c'est quelque chose de merveilleux. Le paysage est totalement différent. Au lieu d'avoir ces dunes, cette mer grise, ce vent et la pluie souvent, ici on a un ciel bleu, la mer toute calme. Alors bravo pour la Bretagne. Ah, bravo pour la Bretagne, il fait très beau. Quand il n'y a pas un petit crachin. C'est rare. C'est rare. C'est rare, heureusement. D'où est venu cet amour de la vie au grand air? Ne cherchez pas. Dans les années 60, les vacances au grand air deviennent un phénomène de masse. Les campeurs sont désormais propriétaires d'une voiture. On part en famille, alors on s'équipe. Les tentes s'agrandissent, on recherche plus de confort. Ce sont les grands débuts du matériel de plein air, compact et léger. Les terrains de camping se développent pour accueillir tous ces vacanciers. Ils sont de plus en plus nombreux à troquer leur tente pour une caravane. À partir des années 50, apparaît aussi le combi Volkswagen, l'ancêtre du camping-car. Très vite, il devient le véhicule habitable le plus répandu au monde. Synonyme de liberté, il fait fureur auprès de la jeunesse hippie des années 70. C'est l'un des véhicules préférés des rétrocampeurs. Ce modèle date de 1966. Salut Johan, t'es en pleine installation. Je commence à préparer. Voilà, t'as tout le matos d'époque. Et oui, donc tu vois, t'as la petite porte pour mettre le réchaud sur la tablette. Hop, tiens, hop. Le frigo, donc, qui est ici, qui est juste sur l'avant pour y avoir accès le plus rapidement possible. Vous avez cette petite pompe à eau qui fonctionnait à l'époque, donc comme en pompant pour vous mettre donc avec un récipient de l'eau. Après, sur le fond, vous avez cette table qui est amovible, qui se rabat sur le côté, qui vous permet de déplier la banquette du fond pour avoir accès à un clic-là, qui est donc un lit de personnes. Toujours des petites idées sympas pour gagner de la place. L'armoire qui est dans la porte. Ils ont commencé en imitant un peu ce qui se faisait dans les bateaux. Et donc, on retrouve un peu cet esprit dans tout ce qui est camping-car et caravane, quoi. Il y a une connotation voyage dès qu'on voit un combi Volkswagen. Et en plus, ici, là, on a des gens qui jouent le côté vintage à fond avec tous les accessoires et tout. Et ça fait vraiment des ensembles parfaits, quoi. Cette époque, Johan ne l'a pas connue, mais elle le séduit. Très tôt, quand même passionné par ces années rétro, de par ce qu'on voyait à la télé, de par la passion de mon papa qui était dans les voitures anciennes. Donc du coup, petit à petit, en grandissant, j'étais de plus en plus réceptif à cela. C'est un Mikado de compétition, ça. Ah là, c'est bon. Faut rester concentré. Ah, ça a bougé, ça a bougé là. Avec ma ligne. T'as vu? Ah, c'est génial, c'est génial. Ah, parce que là, c'est sûr que tous les gens qui sont passés là vont se dire, tiens, faut qu'on trouve un Mikado géant comme ça. Et on se prend au jeu d'un seul coup. Tous ces objets, même les plus modestes, sont les témoins d'une époque que ces amoureux font revivre le temps d'un week-end. Ah, il y a une certaine nostalgie, bien sûr, on ne peut pas la nier. La nostalgie de notre enfance, parce qu'à l'époque où on était gamin, on avait ce genre d'objets autour de nous. Ces objets ont disparu, ils sont tombés en désuétude, et puis aujourd'hui ils ressortent et on retrouve, peut-être pas notre Madeleine de Proust, mais bon, on retrouve le souvenir d'enfance. En France, ce genre de rassemblement attire de plus en plus de monde. Ok, on y va. C'est en deuxième, là. Oui. Bye bye. L'histoire de la Nationale 7, c'est aussi celle de la gastronomie.
Au début du XXe siècle, de nombreux restaurateurs s'installent dans les villes qu'elle traverse. Les automobilistes, toujours plus nombreux, sont autant de clients potentiels. La mère Brasier s'installe à Lyon dès 1921. La famille Troisgros choisit Roanne pour créer son restaurant en 1930. C'est le début de la grande épopée des étoilés Michelin. Le guide, créé en 1900, invente un classement pour distinguer les chefs les plus talentueux. En 1933, la Pyramide à Vienne fait partie des premiers restaurants à obtenir la prestigieuse 3e étoile. Son chef, Fernand Point, est alors le maître incontesté de la gastronomie française, un des pionniers de la cuisine moderne. Fernand Point et sa femme Mado ont gardé cette 3e étoile pendant 53 ans, un record de longévité. Saint-Pierre, 7 truffes, 5 agneaux rosés et 2 pigeons, un lapin bien cuit. Patrick-Henri Roux est le successeur de Fernand Point. Ce chef doublement étoilé a repris la Pyramide il y a 25 ans. Il prépare aujourd'hui une des recettes qui a fait la réputation du restaurant. La poularde de Bresse, truffée au foie gras et cuite en vessie. Alors ça, c'est le plat mythique que tout le monde aimerait bien manger, de toute façon. Allez, on va l'ouvrir devant le client. Allez, on décolle, oui. Allez. Il n'est plus à la carte désormais. Mais le chef le prépare toujours à la demande pour les clients nostalgiques. La volaille, donc truffée sous la peau, et cuite en vessie. C'est l'ancêtre d'un plat sous vide, puisqu'on cuit à basse température, à l'intérieur d'une vessie, donc quasiment sous vide d'air. Elle va cuire tout doucement, donc on ne brise pas les fibres de la viande. On trouve toute l'onctuosité, la suavité. Donc c'est accompagné de tous les petits légumes de la région. Et donc on va découper ici devant tous nos hôtes. C'est important de dire qu'on a partagé quelque chose ensemble dans le même endroit. Je me souviens, c'était notre anniversaire de mariage. Voilà, on était venus entre amis, on avait quelque chose à célébrer. Et donc la sauce a été faite avec le jus de réduction de la cuisson de la volaille, qui a été légèrement crémé et émulsionné avec un petit peu de foie gras. Voilà, et servi avec un riz blanc aux truffes. Voilà, juste quelque chose de très simple, quoi. Oui, voilà, tout à fait. À volonté. Ça se passe bien pour l'instant? C'est succulent, délicieux. Ah oui. Et ça fait ressortir le métier, c'est parfait. Merci, merci. Allez, feu. Et merci de nous avoir fait ça. Allez, plateau, s'il vous plaît, en argent pour la vessie. Mais Patrick-Henri Roux propose aussi une version plus moderne de ce plat célèbre. Il remplace la poularde par un pigeon. À la place de lui mettre des truffes, du foie gras, etc., on va lui mettre quelque chose de beaucoup plus aromatique. Donc ce même pigeon, on va l'insérer, la tête la première, dans la vessie. Des feuilles de verveine. Je les froisse un petit peu pour faire sortir l'arôme. Un petit peu de thym. Pour l'assaisonnement. Du sel, du vin blanc. On va lui faire un double nœud. On fait 3 tours de nœud pour éviter que l'air ne s'échappe parce qu'il y a une pression et une densité assez énorme dedans. À l'intérieur de la vessie, il y a presque autant de pression que dans un pneu. On va la poser doucement dans l'eau, tant qu'elle prenne la température, qu'on se stabilise, pour que le pigeon y trouve sa place. Et on va aller. Voilà, on va laisser cuire doucement. Le pigeon est accompagné d'un millefeuille de pommes de terre, céleri et artichauts, avec des feuilles de salade sauvage. Aujourd'hui plus légère et plus parfumée, la cuisine de la Pyramide s'est mise au goût du jour, tout en respectant son héritage. À l'époque, on disait de lui que c'était un jeune con qui voulait faire de la cuisine nouvelle. Donc quelque part, je pense qu'il avait un regard relativement acéré.
et en disant je veux de l'élégance, je veux du soin, je veux de la finesse. Ces verres étaient en cristal de baccarat, il servait dans la plus belle des porcelaines. Et tout ça, c'est important. Je pense que oui, il serait content de faire ce qu'on fait. Il serait content de faire ce qu'on fait. C'était quelqu'un qui était en avance sur son temps, dans son époque. Dans les sous-sols se trouvent encore les souvenirs de cette prestigieuse histoire. Alors ici, on est dans la cave, on va dire, emblématique de Monsieur Point et de Madame Point. Parmi ces bouteilles, il y a de véritables trésors. Quand il a racheté le restaurant, le chef a découvert des crus exceptionnels. Ça, c'était la carte des vins de Fernand Point, donc tout en cuir énorme. Donc la cave du restaurant de la Pyramide, ça c'était dans les années 30. Et regardez à l'intérieur de la carte, et il y avait la même carte que ça uniquement pour les champagnes. À cette époque-là, vous aviez un Lafite Rothschild de 1865 pour 25 000 anciens francs. C'est-à-dire 25 000 anciens francs, ça ferait presque autant en euros maintenant, quoi. Dans la série culte, par exemple, ces mini-bouteilles sont des grands marniers. Hein, et ces bouteilles datent d'avant 1900. Et à l'intérieur de ces bouteilles, les cognacs qui étaient utilisés à l'époque avaient minimum 50 ans d'âge. Donc lorsqu'on voit cette bouteille, on la touche, ça veut dire que les cognacs qui sont à l'intérieur dataient de 1850. C'est un gros voyage dans le temps, quoi. C'est un gros voyage dans le temps. Et ici, on a un endroit un peu mythique qui est aussi, c'est les gardiens du temple, on va appeler ça ici, où nous avons toutes ces bouteilles qui ont été conservées longtemps. Alors ça va des Châteauneuf du Pape de 1943, qui sont de l'époque de Monsieur Point. Alors, vous voyez, ça c'est un élixir d'apéritif, ça début 1900, qui s'appelait Oxygéné. C'est très anisé, de l'anis étoilé. Et je peux vous assurer que c'est juste sublime, quoi. On en a bu 2 verres chacun, on voyait des étoiles. Hein. On voyait des étoiles. Si on me demande quelle bouteille je boirais, si un jour j'allais mourir ou c'était le dernier jour, je boirais ce flacon avec mes meilleurs amis et les gens que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire ma famille. Ça, c'est une Marie-Jeanne de Château Lafite Rothschild 1947. C'est un millésime d'anthologie que tout dégustateur ou connaisseur de vin rêve un jour de goûter dans sa vie. Direction la Loire, aux environs de Roanne. Sur la Nationale 7, d'autres passionnés de l'histoire de la route se préparent pour un drôle de périple. Tu peux venir m'aider, Franck, s'il te plaît? Allez. Hop là. Ok, bon, là. Ouais, encore un quart de tour, ça roule. Christian Lucas et sa bande d'amis se sont rencontrés grâce au Tonton Scooter, une association de passionnés. Importé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, le scooter, avec ses chromes et ses formes inspirées de l'aviation, devient un véritable phénomène de société dans les années 50. Pas cher et facile à conduire, il est adopté par les Européens. Vespa, Lambretta ou Bernardet sont alors des marques célèbres. Nos aînés roulaient avec ça dans les années 50 pour aller bosser, pour partir en week-end, voire partir en vacances, faire la N7 et descendre à Menton. Je dis, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Si elle le faisait il y a 50 ans, on peut le faire maintenant. Moi, pourquoi j'aime ça, c'est les formes, les coloris, la richesse des constructeurs français de l'époque. Par exemple, ce Bernardet, j'aime bien l'aspect massif. Le garde-boue avant que l'on voit ici, de profil qui peut rappeler un bonnet phrygien, assez cocorico à l'époque, comme leur logo bleu, blanc, rouge. Donc il y a plein de petits trucs un petit peu franchouilles qui me plaisent sur ce scoot. Il faut avoir la petite valise d'époque tant qu'à faire, les outils plus ou moins d'époque, la machine le plus possible d'époque. Et voilà, prêt à partir.
Pour les tontons scooters aussi, la Nationale 7 est un mythe. Alors tous les étés, ils s'offrent une petite virée sur un tronçon différent de la route. Cette année, leur escapade les emmène à la découverte d'une partie insolite de la Nationale. Ça suit là les potes là. Regardez comme c'est cool. T'as vu le truc là? C'est de la valeur. La première partie du voyage suit le tracé de la Nationale à travers les monts du Tarare, au nord des monts du Lyonnais. À 760 mètres d'altitude, la N7 atteint son point culminant, le col du Pin-Bouchin. C'est un peu plus loin que commence la véritable excursion des tontons scooters. Aujourd'hui, la Nationale coupe au plus court, mais autrefois elle traversait tous les villages et zigzaguait dans le paysage. Christian et ses amis quittent ici l'actuelle Nationale 7 pour retrouver ces parties abandonnées de la route. On les appelle les délaissés. C'était anciennement la Nationale 7, on peut la voir à côté là. À gauche à 20 mètres, on l'allonge sur... Alors, on est parallèle à elle à 20 mètres. Donc là, à gauche, la nouvelle, avec des rails de sécurité, des 4x4, des 2x2 voies. Et nous, on arrive sur des petites routes, là, il n'y a plus un chat. Des petits garages. Et en fait, c'est l'ancienne N7. Et suivez les amis, ça suit. Une superbe pub au mur, là, on voit Huile Renault. Ça a dû être un beau petit garage du temps de sa splendeur. Super chouette. Et voilà, ça c'est terminé. Super. Oh, le beau panorama ici, là. On voit loin. Combien il y a eu de caravanes qui ont dû passer dans les années 50, 60, 70, là? Des caravanes Pestro et non. Qui doublaient de temps en temps un Vespa, un Lambretta. Ensuite, les gens sont sympas. Ça leur rappelle peut-être des bons souvenirs. Ça attire toujours un petit capital sympathie. Moi, j'adore ça. Et puis surtout, on passe par des endroits où on peut rouler un petit peu en faisant tranquille à son rythme. Les mécaniques ne souffrent pas. Et ils roulent comme ils ont dû rouler à l'époque, tranquille, entre 30, 40, 50. Ornière. Voilà. Elle n'a pas bien entretenue. Ça veut dire qu'avec le nombre de véhicules qu'elle doit passer, ils n'ont pas envie de s'embêter. Quand je passe à ma grande tante qui faisait Paris-Menton en Lambretta à 2 dessus plus les bagages, à l'époque, ça devait être quelque chose quand on connaît la grande tante. Et pour eux, c'était pas loin d'être un exploit. C'était simplement, ils n'avaient que ça pour circuler parce que la voiture était encore trop chère. À l'époque, il fallait 3 ou 4 jours pour arriver jusqu'à la mer en scooter. La route de légende suit ici aussi une partie du tracé de la route royale créée au XIIIe siècle pour relier Paris à la Méditerranée. En fin de journée, l'escapade se termine au sommet de cette colline entre Roanne et Saint-Étienne.
avec cette vue sur les monts du Forêt. Il y avait un peu l'horizon à cette heure-là? Ah ouais, la lumière est belle. Bon, on voit loin, hein. C'est superbe. Je serais curieux de savoir à combien de kilomètres on voit d'ici, là. Ça porte, hein? Oh là 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 là. Magnifique. C'est la meilleure lumière à cette heure-ci. L'année prochaine, les tontons scooters exploreront une autre route des vacances, dans une autre région de France. On est vraiment les seuls au monde là-dessus. Hein. Ouais. Aujourd'hui, personne. Hein. Je ne ferais bien que ça. Rouler.